Ah bah j'étais d'accord. C'était les bons, Bah oui, c'est ça. lui il était conducteur. Et Montreuil aussi. Il y a Montreuil là-bas. Montreuil, je connais bien là-bas. Avec les voyageurs. Ah oui, bon. Et le truc, c'est la voie de la chambre. On voit que sur l'auto, on doublait les placards. On a acheté des cartons sur les casques et on doublait l'auto. Quand j'étais jeune, c'est encore les petits cons. Juste pour le lover. Un petit Pascal, un petit Eugène. Ça fait combien d'années alors? 3 ans. Ah, que 3 ans. Ouais, ouais. Engagé. Moi, j'étais un bureau, j'étais pas Et après, malade. en sortant, t'as fait quoi? Après, j'étais éducateur. J'ai fait une école 3 ans éducateur scolaire. Et maintenant, tu es toujours éducateur? Non, pas du tout. Je suis dans le bâtiment, il n'y a pas de budget. Il n'y a rien. Non, non, c'est, je t'ai ramené ton sac quand même. Malade. Malade, t'as fait dans les éduques, dans les gamins. C'est quoi ça? Non, mais de l'eau, etc. Bon matage. Après, t'as pas le ressenti. C'était pas né dedans. C'est pas grave. Malheureusement. Enfin, heureusement. Après, ils ont des convictions et c'est dommage qu'ils n'ont pas les armes. Ils n'ont pas d'armes. On leur donne pas les armes. On ne pas les formats. C'est désagréable. Après, on les critique pas. Bah ouais, tu peux pas. Peut-être qu'ici, mais là, ça va pas. mais non, mais moi j'aime pas. Prends-toi une chaise. Ça va, ça crame. Sinon, moi j'ai pas. Ah là là. Mais il a dit vieux, c'est et alors? Ça, j'ai presté. T'es branché. Je suis branché. Ouais. Salut. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est mieux? Ah, je vais continuer ma sieste. Tu vas pas dormir? Non, juste mon corps va dormir. Ton cerveau, il va être éveillé. Mes yeux, mon cerveau il est un peu lent, mais... Zina, c'est de te réveiller là. Mesdames et messieurs, il y a encore une personne qui arrive dans 2 minutes. Merci d'être là. On va laisser la parole à Adélaïde Mukantabana, qui va présenter son livre Témoignage innommable. Qui c'est qui s'occupe de Bouboule? Ouais, parce que là, c'est un bonnet, on a... Oh. Et puis après, il y a Christine et Daniel. On a tabac. Adélaïde Mukantabana va présenter son livre L'Innommable, son livre Témoignage, que vous pouvez acheter ici, qui est un livre important. Et il y a le livre de Daniel et Christine, Le Scorné. Voilà. Qui s'appelle Bicécero, les héros de la résistance, que vous pouvez aussi acheter ici. Vous pouvez le faire dédicacer par Adélaïde. Voilà, Paul est là. Et par Christine et Daniel qui prendront la parole après Adélaïde. Et on remercie Monsieur le maire de Boussac, Franck Foulon, d'être présent avec nous ici pour les témoignages. Non, mais...
Oui, Adélaïde, en fait, vous n'étiez pas là quand Laurent vous avait reçu. Ça y est, je suis là. Bonjour. 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 Bonjour, monsieur le maire. Et merci de m'avoir invité. Il y a un petit nombre de Rwandais dans la salle. Donc je peux me permettre d'avancer une petite phrase en Kinyarwanda de temps en temps. On dit abatindi bananirwa na murakoze. Donc il faut que je commence par vous remercier. Hier j'ai assisté à la pièce, à votre représentation, à votre pièce de théâtre. J'ai été frappée par les mots, ce qui a été mon gros problème en fait, les mots. Et moi je suis contente quand je vois les artistes qui disent les mots qui nous touchent, qui sont en fait, c'est comme s'ils parlaient à notre place. J'ai beaucoup de lumière dans les yeux et j'ai l'impression que je ne vous vois pas. Ouais. Et j'entends. donc je me rappelle, Ouais. voilà, ça c'est mieux, comme ça je vous vois. Mais nous, on ne vous voit plus. Nous, on ne vous voit plus, que ce soit égal. Un petit peu quand même. Cloud, j'entends ton appareil dans l'enregistreur. J'entends ton appareil. C'est pas bon d'écouter ça. Là ça Il n'est va. pas silencieux. Tu peux le rendre silencieux. Et Je sais pas comment. donc je disais, le comédien, je peux dire son nom, son prénom parce que je l'ai retenu, c'est Michel. Quand il disait, les mots, je vais peut-être les déformer un peu, mais je vais dire ce que j'ai retenu. Au début, je m'efforçais à tuer le souvenir et aujourd'hui, je m'efforce à tuer l'oubli. C'était exactement moi. Donc au début, je suis arrivée en France en 1994 au mois de juin, où on tuait encore au Rwanda. J'avais laissé une partie de ma famille et j'étais arrivée avec mes deux petits garçons, les derniers, qui avaient 2 ans. Et je ne me sentais pas autorisée de dire ce que je venais de traverser dans ce pays parce que ce que je voyais à la télé à cette époque-là, le Rwanda était téléporté sur le lac Kivu. On me montrait que les réfugiés rwandais qui avaient été embarqués, toute la population avait été vidée là-bas, mélangée. Donc il y avait ceux qui avaient participé au génocide et ceux qui n'avaient pas tué parce qu'il y avait des enfants, des familles, des femmes qui n'avaient pas participé au génocide. Mais ils étaient tous là et les télévisions françaises ne me montraient que ça. Et parfois, on montrait les images des victimes de choléra, on parlait du génocide. Voyez, moi, je ne me sentais pas autorisée de dire ce qu'ici, on ne me permettait pas de dire parce qu'on déformait tout. Donc, je me suis tue. Pendant 13 ans, je n'ai rien dit. À Bordeaux, quand je me baladais dans la rue, quelqu'un m'abordait. J'avais juste 32 ans. Donc, une femme est normale qu'on peut draguer, hein, adresser des mots gentils. Mais moi, j'avais une violence dans moi. J'avais que 2 mots, c'était devine et dégage. Quelqu'un me demandait d'où je venais, je disais devine. Il devinait le Sénégal. Je dis c'est bon, dégage. J'ai évité de
parler du Rwanda à mes enfants, je ne leur ai pas parlé du Rwanda. Et je n'ai pas trouvé ni les mots, ni le moment, ni le courage, ni d'espace. Rien ne me permettait de leur parler de ça. Quand ils allaient au lit, je disais, mais je leur dis ça, ils vont faire des cauchemars. Après l'école, mais non, on fait les devoirs normalement. Et pendant les vacances, on s'amuse. On ne dit pas ça aux enfants. Et je n'ai rien dit. Alors en Kirundi, je vous ai dit que de temps en temps, je vais lancer parce que c'est plus fort que moi. D'ailleurs, c'est pour ça que mon livre il porte un autre titre qui est de moi. Donc il y a un titre pour vous, un titre pour moi. En Kirundi, on dit Ntawusiga kamwirukamo. Je vais traduire un peu comme je le sens. C'est comme si on te disait que tu ne peux pas courir plus vite que ce qui est dans toi. Ça court avec toi. Et donc j'ai couru. Et j'ai couru avec mon histoire. Je ne suis pas allée loin donc. En 2007, cette histoire me rattrape et pendant le repas, je dis à mes enfants qui étaient devenus des adolescents, 14 ans, je leur dis, on va aller au Rwanda. Non, je leur dis, on va aller chez moi. Et ils ouvrent tous les yeux, des petits français, bien français, parce qu'ils me disaient, nous sommes des enfants uniques qui parlent une langue qui n'est pas la langue maternelle. Parler le français, c'était pas leur langue, c'est pas la langue de leur mère. Et ils me regardent tous, ils me disent, mais qu'est-ce qui te prend? Quelle mouche t'a piqué? Comme ça, hein? Tu nous amènes comme ça, chez toi. Et en plus, tu oses dire que c'est chaud, alors que tous les jours, tu nous dis que chez nous, c'est ici. Et je dis, oui, il faut qu'on y aille, là, ça urge, on va y aller au Rwanda. Et ils me disent, non, tu y vas toute seule, si tu as envie, nous on reste ici. Quand tu reviendras, tu nous retrouveras ici. Alors, je suis partie au Rwanda. 2007. J'y allais vraiment pour me dire, peut-être, je sais qu'ils ont tué tout le monde. Je sais qu'ils ont détruit tout. Je sais qu'il n'y a plus rien. Mais il y avait quelque chose qui me disait, vas-y, peut-être que tu vas retrouver un bout de pagne de ta mère, un morceau de brique de la maison de ton père, des choses comme ça. Et j'y vais, rien, que des ronces. Et des ronces bien charnues que je me mets à gronder. Mais vous aussi, vous êtes aussi gros, c'est comme si vous avez bouffé le sang de ma mère. C'est bon, vous avez mangé tous mes frères et maintenant vous êtes là. Je parle aux ronces. Donc il n'y a rien. Je me dis, ben, je suis venue me convaincre qu'il n'y a rien. En fait, ils n'ont pas saccagé, ils n'ont pas détruit, ils ont effacé. Et là, je croise vraiment le génocide. Le projet d'effacer. Faire disparaître. Plus rien. 13 ans après, je reviens en France. Et je dis à mes enfants, maintenant, c'est beau le Rwanda. Je me mets à mentir. Donc je leur parle du Rwanda que j'ai trouvé beau, mais qui n'est pas le mien. Mon Rwanda, il est mort. J'ai pris des petites bananes, des petits paniers, des belles choses du Rwanda. Et je leur présente ça. Je dis, voilà, c'est bon, les petites bananes du Rwanda, c'est joli, les paniers, le Rwanda, c'est beau. Il faut qu'on y aille. Et bien les enfants, ils me regardent, ils me disent, mais maman, puisque tu es allé, que tu es revenu et que les bananes sont bonnes, eh bien, on y va l'année prochaine. Moi, c'est tout ce que je voulais. Je voulais amener mes enfants là-bas en me disant, en arrivant là-bas, je vais leur dire tout ce que je n'ai pas pu leur dire. Sur place, je leur dirai. Mais j'oublie que quand je suis allée là-bas, ben, j'ai grondé les ronces.
À Kigali, il est où le génocide? Rien. Sauf si tu vas à Gisozi. Et à Gisozi, pour moi, c'était un musée. C'était beau. C'est pas ça le génocide. C'était pas à Gisozi que je connaissais l'histoire. Parce que Laurent était à Gisozi. À Gisozi, ce qui se passait en 94, c'était une colline au-delà de Kigali où on allait jeter les déchets. C'était une déchetterie en fait, Gisozi. Et pendant le génocide en 94, qu'est-ce qu'on a fait? On a rempli les camions du ministère des Travaux publics où on est allé jeter les déchets à Gisozi. Les Tutsis. Donc Gisozi, c'était des tas de corps qu'on a nettoyé la ville. Et maintenant, ce Gisozi, c'était un musée. C'était beau. C'était pas le génocide. Bon, ce que je voulais, c'était quand même de parler à mes enfants, de leur dire qu'ils ont eu des ascendants, qui sont nés quelque part. À ces petits Français, je voulais leur donner des origines. Je les amène, 2008, donc ils acceptent parce que les bananes sont bonnes, que les paniers sont jolis. On y va. Je les amène sur cette colline où j'ai grondé les ronces. Dans ma tête, je me mets à leur décrire ce qui était avant. Cette colline de mon père, où il y avait une grande maison en briques. Mon père, c'était un enseignant, avec une bélier de Touya et des allées qui allaient chez mes deux frères, d'autres allées qui allaient chez mon cousin derrière, toute la colline qui était belle. Et je leur décris ça, et puis à un moment donné, un de mes garçons, il se met à rire, il s'écroule par terre, et ça y est, on est sur le lieu de mort, il est possédé. Alors il se relève, il me tape sur l'épaule, il me dit, mais maman, c'est bon, hein, tu peux arrêter, on a compris, tu es quand même bonne, tu peux aller demander du travail à Hollywood, tu peux inventer un beau scénario, ici il n'y a jamais eu des gens, c'est un lieu de serpents. Et il prononce le mot serpent. C'est serpent Tutsi qu'on devait écraser les têtes. Là, je me réveille et je dis, ben, il est réel, il est là, mon fils. Je lui raconte ce qu'il n'a pas connu et ce qu'il ne pourra pas connaître. Mais quelque chose se réveille à moi, c'est que tout au début, je ne voulais pas parler parce que j'étais convaincue que personne n'était capable de comprendre. Je dis, quoi? Personne ne peut me croire. Que tout le monde est mort. Tout le monde, ça veut dire quoi? C'est pas possible. On perd une personne, on l'enterre, mais tout le monde est mort. Là, au XXe siècle, non. Personne ne comprend sur tout le monde. Donc, personne ne pouvait me croire, et même mon fils ne me croyait pas. C'est là, donc, en 2008, que je suis convaincue qu'il n'y a pas une autre solution que d'écrire. Et là, je commence à écrire l'innommable Agahoma Mounwa. Au début, je m'adresse à mes enfants. Donc, je voulais leur donner un dessin de... Parce que de temps en temps, ils me demandaient, mais tu descends de qui? Pourquoi nous, pendant les vacances, nos copains, ils vont chez leur grand-mère et que nous, on n'a pas où aller? Et que quand ils disaient, on ne va pas chez notre grand-mère, je leur disais, on va regarder la télé. Et de temps en temps, ils me charriaient, ils me disaient, ah oui, notre grand-mère, c'est la télé. Et donc, du coup, je me suis mise à écrire mon livre qui est sorti en 2016 chez l'Harmattan. J'ai mis autant de temps parce que je ne voulais rien arrêter pour écrire ce désordre. Je voulais continuer à élever mes enfants, je voulais continuer à travailler, je voulais continuer à exister. Et surtout, je continuais dehors à nier.
Mais je rentrais chez moi, je me mettais à écrire. Mais dehors, toujours, quand quelqu'un me demandait, je ne parlais pas, je ne voulais pas parler du génocide. Il y avait eu un événement en 1995, le 16 juillet 1995, ça faisait un an que j'étais en France. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais il y en a qui n'étaient pas nés. Le président Chirac, il a reconnu Vichy. Le 16 juillet 1995. Et là où j'étais, moi je me dis, ah, mon pays, la France, va peut-être reconnaître le génocide de Tutsis un jour. C'était quelque chose que j'attendais, qui est une vérité sur ce génocide, une vérité de l'implication de l'État français, de Mitterrand, Balladur, Juppé, ministre des Affaires étrangères, qui est une vérité qui sort, quelle part ils ont eu dans le génocide. Bien évidemment, le plus grand responsable, c'est l'État rwandais de cette époque, qui a organisé et planifié un génocide. Mais il a été soutenu par d'autres pays et au plus haut point, l'État français. Et donc, dans le pays où j'étais, je n'étais pas autorisée de parler. J'étais petit, je n'avais même pas encore la citoyenneté, je n'étais pas encore naturalisée, je n'avais pas le droit de parler du génocide. La société ne m'autorisait pas à parler du génocide. Le pouvoir politique ne m'autorisait pas à parler du génocide. Et l'inconcevabilité de cette histoire ne m'autorisait. Rien ne m'autorisait à parler. Je vais vous demander, pour vous donner le témoignage de ce qui était, de vous montrer des images rapidement et vous donner l'histoire de chacun, tout en sachant que tout a été détruit. Ce que je vais vous montrer, c'est des petites choses que j'ai pu glaner chez les personnes qui étaient à l'étranger. Je vous raconterai l'histoire de chacune des photos. Mais avant ces images, en écrivant, je me suis appuyée sur les mots des autres. Moi, je n'en avais pas suffisamment pour écrire. J'ai emprunté des mots, j'ai lu beaucoup. Et ces personnes qui confirmaient chaque fois que ce que je pensais. Alors, je vais vous montrer des extraits de ces paroles que j'ai empruntées, que je me suis appropriées. Est-ce que vous arrivez à lire? Non. Oui. Quelqu'un peut élever la voix et lire? Oui. Oui? Oui. Oui? Paul? Oui. Oui? Bien sûr. Oui. Oui. Entre chaque eau, chaque réfugié, 10 000 innocents sont décapités dans des rivières offertes en pâture à des chiens devenus aussi et à leur maître. Mitraillé. Des courses pillées. C'est pesé. Tu peux lire sur l'ordinateur au suivant. Oui, je peux. Ou précipités dans des fosses sceptiques. Mais tout au milieu, des camions De mère de famille. et le gamin, il écrira l'écrivain du bouquin. Abdurrahman Ouaberi. Il écrit ça dans un groupe d'Africains qui ont écrit dans ce qu'ils ont appelé écrire par devoir de mémoire. C'est l'initiative d'un Rwandais qui est décédé malheureusement, qui s'appelait Théogène Karabayinga, qui était journaliste sur France Inter, je crois. Et il avait rassemblé les Africains en 98
des écrivains africains en leur demandant de s'approcher du pays, d'écrire comme des Africains, parce que le génocide, depuis 4 ans, on ne reconnaissait que par le monde, par la presse occidentale, mais il n'y avait aucun Africain qui avait écrit sur le génocide. Donc 4 ans après, donc en 98, moi je suis contente de voir les Africains que j'attendais. Je me disais, mais il n'y a pas d'intellectuels africains, pourquoi on n'avait pas de voisins, pourquoi ils n'écrivaient pas? Et cet événement m'avait marqué, et regardez ce qu'il écrit, c'est vraiment ça, le déchaînement, un génocide festif, même les gamins. Comment j'appuie où là? Tu me dis juste. 2000 casques bleus, 300 marines américains stationnés au Burundi, les 500 hommes des forces spéciales déployés pour l'opération Amaryllis, ainsi que le bataillon du FPR assiégé dans l'immeuble du CND, nous approchons de 4000 soldats qui pouvaient tuer le génocide dans l'œuf. Et c'est signé lieutenant général Roméo Dallaire, commandant de la Minuar. Il y a beaucoup de choses là-dedans, peut-être que vous allez me poser des questions, le FPR, le commandant de la Minuar. Mais ce que je veux dire dans ce passage, c'est qu'il montre qu'il avait les moyens pour arrêter le génocide. Donc, on ne peut pas dire que ce génocide... Question. Oui. Pourquoi, sachant l'information au niveau d'un général qui était français là-bas, ou je ne sais plus si c'est un général, un Canadien qui avait l'info au niveau de l'ONU, pourquoi il n'y a pas eu d'activité, sachant que justement il y a le génocide, on avait les infos qu'il y avait quelque chose qui se préparait. C'est très important cette question parce que c'est vraiment le cœur de ce passage. Le cœur de ce passage, c'est que là, ce qu'il nous montre, c'est que la communauté internationale l'a empêché d'agir. Il y avait les moyens et il était le commandant. Donc, on reviendra là-dessus parce que c'est très important. Ce génocide était évitable, si vous voulez, tu as raison. Continue. Pourquoi il ne veut pas? Je descends. Non, mais je descends. Pour le prochain. Non, mais j'ai rien. Je sais pas. D'accord. Ok. Comment raconter une vérité peu crédible? Comment susciter l'imagination de l'inimaginable, si ce n'est en élaborant, en travaillant la réalité, en la mettant en perspective? Avec un peu d'artifice donc. Et c'est signé Jorge Semprún. Georges Semprin. Georges Semprin, c'est le rescapé des camps de concentration d'origine espagnole. Je l'ai beaucoup lu et ce qu'il dit là me montre dans quelle situation je suis en écrivant. Comment je peux raconter l'inconcevable. Il fallait que je crée, que je me mette à éclairer beaucoup plus. Et moi, ça, je l'ai mis, et je suis contente d'avoir mis ce passage parce qu'après la sortie de mon livre, plusieurs personnes m'ont dit oui, c'est trop dur ton récit, mais il y a quand même des moments où on arrive à rire, et il y a des moments où on est dans l'histoire, dans le récit, dans des contes. Voilà, il m'a aidé sur cette forme de raconter l'horreur. Purée, mais j'appuie, mais non. Alors, il ne faut pas que... Pourtant, je suis au bon endroit là. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Écoute, je pas. Ah, une citation de... Non, je dirais pas alors. Il ne faut pas croire que le caractère horrible de ce qui est en train de se passer là-bas ait la même signification pour eux et pour nous. Charles Pasqua. Merci Charles. Bravo Charles. Bravo, enfoiré. Non, mais il faut vraiment être désolé qu'un ministre, un représentant de l'État
quelqu'un qui devait Non, mais il est être corse. relié Non, mais il est corse. à Il est corse. l'humanité. C'est pas pareil, il n'est pas Non, français. mais les Corses ne sont pas tous comme ça. Non, mais il est pas. Donc, il est pas- lui, c'est oui. un voyou. Oui, C'est attendez. qu'il n'est pas corse, il est voyou. C'est pas pareil. Je peux Il est aller voyou. au bout de ma pensée, Paul. Non, mais parce quoi Je vous en ai parlé hier, que quand j'entends ces mots, je me dis, mais en fait, dans la rue, j'ai raison de me taire, ma souffrance n'est pas pareille que la souffrance d'une femme française. C'est ça qu'il me dit. Aussi et davantage une alerte. Sur les collines du Rwanda, un pas de plus a sans doute été franchi dans l'histoire infinie de la destructivité humaine. Réveillera-t-elle les endormis? Gérard Rabinovitch. Voilà, moi je me dis que la question reste posée. Hein. On fait des témoignages pour prévenir, mais est-ce qu'à gauche, à droite, on ne continue pas à tuer quelqu'un parce qu'il est comme ça, parce que il est différent? On ne continue pas à harceler. Quand je vais dans les lycées, je dis aux enfants, vous vous rendez compte qu'il y en a un parmi vous que vous avez malmené, que vous avez empêché de suivre sa scolarité juste parce qu'il est roux? Si c'est ça, il faut arrêter par ces petites différences. On est différents. Nos parents nous mettent au monde à 5 ou à 6 ou à 7. On ne se ressemble pas. Donc on est différents même au sein d'une famille. Est-ce que la question reste posée? Par rapport à Rabinovitch, parce que c'est un peu important, Rabinovitch est quand même un grand penseur de la Shoah et du Rwanda. Et ce qu'il dit là, c'est une grande question parce que il dit quelque part que c'est encore plus grave que la Shoah, mais c'est pas dans l'histoire de comparer qu'il y en a un qui serait plus grave que l'autre, mais c'est plus grave parce que ça a été une récidive, et parce que depuis cette récidive, c'est effectivement comme si la communauté internationale avait sombré dans la négation du droit international. Encore un pas de plus. Il dit, en fait, ce que plusieurs personnes pensaient, qu'il n'y aura pas d'autre choix. Voilà, plus jamais ça. Le vœu le plus de 1945. Non, mais là, on est dans l'extrême banalité du mal. C'est l'extrême banalité du mal. C'est pas une concurrence de. Non. Tu vois. Non, il dit un pas de plus. Donc, l'histoire s'est répétée en fait. C'est ce qu'il veut dire. Moi, j'ai discuté longtemps. Je ne le cite pas comme ça à tout hasard. J'ai discuté longtemps avec lui. Il était atterré de voir que le même processus génocidaire se met en place au vu et au su de tout le monde. Moi, je suis très touchée par ce que vous dites, parce que, en fait, vous ramenez en tout petit, en parlant des enfants de l'école, ce qui se passe en grand. Donc, le petit enfant qui est roux et qui est différent, et qu'on va mettre à l'écart, ça me fait penser un petit peu au groupe d'adolescents qui sont tous ensemble groupés et qui se groupent parce qu'ils existent ensemble, et puis l'autre qui est différent, il est roux, il se retrouve tout seul. Et je trouve que j'aime beaucoup c'est le microcosme, le macrocosme, le microcosme. Et je trouve que c'est important parce que ici, nous en France, on a justement la grande liberté. On reproduit quelque part en tout petit, dans notre quotidien, cette chose-là, dans les écoles et partout, donc il y a des clans, des groupes. Et qu'en fait, tant qu'on n'aura pas justement peut-être travaillé à l'intérieur de soi cette exclusion, est-ce que justement il y aura toujours des génocides en tout petit ou en très grand? Est-ce que c'est pas là justement peut-être le chemin? C'est cet ensemble que je vais aller jusqu'au bout, que chacun garde son idée pour qu'on ait une discussion assez riche. Parce que si on interrompt je vais jusqu'au bout et puis je vous retrouve. La fin. Voilà.
Rwanda. Alors, la carte du Rwanda, je la mets juste pour vous montrer ce petit pays de 26 338 km², ignoré par tout le monde, qui a été découvert par les explorateurs, mais qu'on ne connaissait pas ici. Moi, même si je niais que je venais du Rwanda, au départ, quand j'ai osé de le dire, quelqu'un m'a répliqué, le Rwanda, c'est où par rapport à la Casamance? C'était un pays inconnu. Donc, et je mets cette carte aussi pour... je me pose la question, pendant 3 mois de génocide et pendant 4 ans de guerre, on appelle à tort guerre civile, je vais m'expliquer après. Au Rwanda, il n'y a pas eu de guerre civile. J'entends guerre civile quand les deux populations se battent. Non, les Hutus et les Tutsis ne se sont pas abattus. Pendant 4 ans, il y avait l'armée du président rwandais, le président Habyarimana, qui est issu de la génération des Hutus majoritaires qui dirigeaient le pays depuis l'indépendance. En 90, en 94, on reviendra là-dessus, cette armée se bat contre les jeunes exilés Tutsis qui veulent rentrer au pays parce que depuis les années 59, ils sont en dehors du pays et on les interdit de revenir dans leur pays. Donc ils sont rentrés par les armes. Donc là, on ne va pas me parler d'une guerre civile. Il s'agit de 2 armées qui se battent. Butare, ces sentiers, c'est même pas la peine que je me retourne parce que c'est des sentiers que je connais, je suis née là-bas, je suis allée à l'école à Kansi, ensuite à Savé, Butare, ma ville, c'est l'avenue que je connaissais par le cœur et qui est devenue mouillée maintenant et je le mets dans mon livre tout en sachant que vous y comprendrez rien. Mais en fait, je fais ce que me dit de faire Georges Semprin, c'est ces petits détails qui m'ont façonné. C'est ces petits sentiers qui allaient chez ma tante, chez ma grand-mère, qui était vivante en 94. Quand j'ai été frappée par la coiffure, ça me rappelle la coiffure de ma grand-mère. C'est impressionnant qu'une Brésilienne ait la même coupe que ma grand-mère. Voilà, on passe à... C'est moi. Une photo que j'ai plagiée dans un photographe du Rwanda, mais qui montre que sur une colline, les Rwandaises, avec leur couronne de femmes, Mutegarugori, qui ont suffisamment de lait fermenté, et se rassemblent avec leur calebasse pour préparer le beurre. C'est un club comme on a fait ici. Ça n'existe plus, mais ces femmes se rassemblaient, ne se regardaient pas pour dire toi t'es Hutu, toi t'es Tutsi. Non, elles préparaient leur beurre ensemble. Et chez une, sans savoir si elle est Hutu ou Tutsi. Ça, c'est une histoire d'avant. On reviendra là-dessus. C'est quelle période la photo? Tu sais quelle... C'est à l'époque de la monarchie. Ouais. Une coupe qu'on appelle Amasunzu en Kinyarwanda, qui traditionnellement une fille allait se marier coiffée comme ça. Ma grand-mère m'a dit qu'elle est allée se marier coiffée comme ça et mes tantes et moi on était par terre, mortes de rire parce que nous on est allés se marier avec le voile à l'européenne. Et cette coupe, je la mets dans mon livre parce que je me demande pourquoi j'ai grandi sans voir cette coupe. Une femme qui va se marier comme ça. Parce que c'était interdit, il fallait plus se coiffer comme ça. C'était une représentation d'une culture Tutsi.
Les deux républiques qui se sont installées, ils ont détruit tout ça. Nyanza, tout la case, rien. Cette coupe est représentée dans leur imaginaire une culture tutsi, il fallait tout interdire. Moi, j'ai pas vu ça. Ah oui. C'est les guerriers. Pareil que les femmes, c'est les danseurs. La majorité des bons danseurs, c'était de l'ethnie Toa, dont on ne vous parle pas. Là, ce sont des Hutus, des Tutsis, des Toa. Mais ça n'existe pas. Ils sont mélangés, ils sont bons danseurs, ils vont dans le club. Ça n'existait pas, cette histoire de Hutus et de Tutsis. Ça ne voulait rien dire. Les Rwandais, ils sont réclamés par autre chose. D'ailleurs, tu pouvais demander à quelqu'un, parce que ethnie, ça correspond au mot Ubgoko. Mais Ubgoko, on peut parler de Ubgoko Bginha, l'espèce de vache. Et Ubgoko Bginsina. Ubgoko, c'est un mot qui est large, je le raconte largement sur mon livre, que si les Rwandais étaient revenus sur ce mot, ils auraient vraiment tout détruit de ce qui concerne l'ethnie, parce que l'ethnie, ce mot ne s'applique pas au Rwanda. Il ne s'applique pas au Rwanda, ni au mot. Ils parlent la même langue, ils sont mariés entre eux, ils prient le même Dieu, ils habitent les mêmes collines. Il n'y a pas un village Hutu, un village Tutsi, ce ne sont pas des ethnies. Excusez-moi, est-ce que c'est vrai qu'à l'époque, sur les passeports, il y avait, sur les passeports, c'était marqué Hutu ou Tutsi? Oui, j'avais mis en suspens les questions, mais au maire, il faut lui répondre. Dans ma carte d'identité, elle est... Vous voyez, monsieur le maire, derrière de mon livre, j'ai mis mon ancienne carte d'identité, il y a marqué que je suis Tutsi. Et le passeport, je n'ai pas osé le demander parce que quand tu allais demander le passeport, tu étais enregistré au bureau d'inspection de je ne sais pas quoi, où on savait que tu dois demander un passeport, c'est que tu veux sortir du pays, rejoindre tes cousins et je ne sais pas quel. Je vous raconterai tout ça. Excusez-moi. C'est parce que c'est monsieur le maire. Voilà la même chose. On ne voit pas la légende de la photo. Édouard, n'oublie pas que j'ai été enseignant, je vois les élèves qui dérangent. Il y a écrit l'imitation de la case royale. La légende de la photo, on ne la voit pas, mais elle est écrite dessous. Je souligne le mot imitation, parce que c'est une photo que j'ai prise quand je suis retournée au Rwanda avec mes enfants. C'est quelqu'un qui essayait de reconstituer l'image de la case royale. C'est pareil que la coiffure. Ça n'existe plus. Maintenant, on fait dans des musées à Butare, on fait des images comme ça pour reprendre ce qui était l'histoire du Rwanda et une grande vache avec des longues cornes. Et le berger qui est derrière, c'est lui qui m'intéressait, parce que mon père nous racontait. Mon père, il est né en 1930, à l'époque où on a établi la carte d'identité. Donc, il me racontait qu'il est allé à l'école normale de Zaza en 1946. Il avait 16 ans, alors. Donc, et nous, on rigolait, mais on ne va pas à l'école à 16 ans. Nous, on allait, moi, il m'a amené à l'école à 5 ans. Il dit, mais alors, quand on avait envie de se moquer de lui, on disait, mais alors comment ça se fait qu'il était allé à l'école à 16 ans? Il nous disait, il a fallu que j'ai le diplôme de mon papa, donc que j'apprenne à aider la vache à mettre bas, à savoir accompagner la vache de l'autre côté de la colline et pouvoir y passer la nuit avec les vaches. Et donc, quand j'ai su faire ça, mon père m'a donné le premier diplôme et ensuite il m'a envoyé à l'école des Blancs.
Donc, et ils nous réduisaient bien à rien du tout parce qu'ils nous disaient, moi j'ai fait les 2 écoles, hein, j'ai 2 diplômes. Donc, quand je mets cette photo, dans ma tête, je me dis, c'est peut-être mon père. Voilà, je suis encore dans la démarche de Georges Sampra. C'est peut-être mon père qui est arrivé, qui a réussi à se construire ce kawaii qu'on appelle ici Indé, c'est construit en feuille de bananier. Et je vous jure qu'il est imperméable beaucoup plus qu'un kawaii. Et donc, je la mets, je dis, mais je pourrais peut-être dire raconter à mes enfants ce qu'était capable de faire mon père avant d'aller à l'école. C'est ma famille, donc je suis née dans une famille de 10 enfants. J'étais la 5e. Et cette photo, je l'ai grâce à ma tante. Je suis là. La 3e? Non, la 4e. T'as vu? Et la légende de cette photo, c'est qu'en 1972, donc j'avais 10 ans, ma tante, qui est la sœur de mon père, qui avait fui le Rwanda en 1959, dans les premières vagues des massacres et des Tutsis, elle revient au Rwanda, elle revient nous voir pour la première fois. Et mon père, qui nous dit, peut-être qu'on ne la reverra plus, et c'est ce qui s'est passé. Et moi, je me demandais d'ailleurs pourquoi ma tante, elle n'avait pas le droit d'aller au soleil dehors, elle restait dedans. En fait, c'était parce que si un conseiller municipal s'apercevait que nous avions... Excusez-moi. Que nous avions accueilli un Tutsi, un exilé, on allait dénoncer mon père. Et on risquait gros. Donc un jour, mon père va chercher le photographe du village. Il nous aligne. Il dit, voilà, on est alignés. Il faut que ma soeur reparte au Burundi avec une photo de tout le monde. Nous sommes en 1972. Et sur cette photo, on est 9. Si vous avez bien compté, il en manque un enfant qui n'était pas né. J'ai une petite sœur que je n'ai pas retrouvée de photo, qui est née en 1977. Donc elle n'est pas sur cette photo, la cadette de la famille. Et donc ma tante, elle repart au Burundi en 1972 avec cette photo. Effectivement, on ne la reverra plus. Elle ne reverra plus mon père. Mais moi, je l'ai revue donc en 1994 parce qu'elle est rentrée après le génocide. Et c'est elle qui va me donner cette photo qu'elle avait conservée comme un trésor. Il y a 11 personnes. Oui, il y a mes parents. Et les parents et la tante, non? Non. Non. Non, on est 9 plus nos parents, on est 11, c'est vrai. Donc il en manque un enfant. Et donc c'est ma tante qui me donne cette photo et me dit, tiens, je te donne la photo de mon frère. Ma tante, elle a vécu jusqu'en 2013, elle est décédée en 2013. Elle n'est jamais retournée, ils sont rentrés, elle a vécu à Kigali, elle n'est jamais retournée sur la colline. Elle m'a dit, je veux garder l'image de la colline de mon frère, de chez moi, pas après. Donc c'est le même jour, c'est dans les mêmes circonstances, c'est mes parents avec Consolé, l'avant-dernière, que je vais vous montrer en 1994. C'est là? Non.
C'est la photo qui suit? Bah oui. Alors c'est mon frère Jean. Mon frère Jean qui, je vais vous raconter, c'est le seul que j'espérais revoir et je ne l'ai pas revu non plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère Jean est allé faire ses études à Dakar en 87, oui, et il est rentré en 91 et là, à cette époque-là, le Rwanda il était en guerre contre les FPR. On l'a arrêté à Kigali. Là, je vous raconte la dernier épisode de mon frère, mais on était proches, il avait 20 ans, j'avais 18. À cette époque-là, on a voulu fuir au Rwanda. On est d'ailleurs parti par les chemins à travers les buissons. On est arrivé à Bujumbura. On n'a pas retrouvé d'accueil ni de boulot, on est revenu. Et donc en 91, il rentre de Dakar parce qu'il avait reçu une bourse de l'OMS. Bien évidemment, un Tutsi ne reçoit pas une bourse de l'État. Et il est arrêté à l'aéroport, on fouille, on lui demande s'il est au courant du FPR, d'Ingotani qui sont à Morindi. On lui dit que sûrement il est complice, alors qu'il ne les connaissait pas. Ça faisait 4 ans qu'il était à Dakar. Et il rentre, il me donne sa valise, il me dit garde-la moi, je vais voir ces gens dont je suis complice et que je ne connais pas. C'est à ce moment-là qu'il rejoint le FPR, mais ne vous imaginez pas qu'il prend le bus qui va à Morindi. On est à Butare, il doit passer par Bujumbura, contourner par la Tanzanie pour arriver à Morindi. Il a dû mettre un mois pour rejoindre le FPR. Il a combattu, ils ont gagné la guerre. Et il est mort en 96. Il est mort parce que je pense qu'il était dans l'armée, mais qu'il se disait qu'il s'était battu pour rien, qu'il avait sauvé personne. Donc lui non plus, je ne l'ai pas revu. C'est une photo qu'aussi m'a donnée ma tante. Voilà Consolé que vous avez vu dans les bras de mes parents en 1972. C'est l'année de sa naissance. En 1994, elle avait 22 ans. Elle a été tuée à 22 ans. Elle s'appelait Consolé. Antoine, mon petit frère, c'est aussi une petite photo de carte d'identité que me donne ma tante. Antoine, en 1994, il avait 30 ans, c'est mon jeune frère. Et il avait eu le culot d'épouser une fille Hutu. En 1994, sa belle famille, donc ses beaux-frères, sont venus chercher leur sœur et ils ont assassiné Antoine. Antoine a été tué par sa belle famille. Ma grande sœur, l'aînée de la famille, est Maïda, qui est morte à 39 ans, mais dont je suis à Bordeaux avec sa fille, donc j'ai une nièce. Je me dis qu'elle n'est pas complètement disparue, elle a laissé des enfants, 2 enfants, et elle a des petits-enfants. Ma nièce a 3 enfants maintenant. Concessa, c'est la grande sœur de Consolé, qui est avec une copine, Émérance. L'histoire de Concessa, je ne peux pas vous la raconter, il faudra trouver le passage de Concessa et le lire dans mon bouquet parce que c'est vraiment celle qui a beaucoup souffert du génocide alors qu'elle avait épousé un Hutu aussi. Et la copine avec laquelle elle est, je la mets dans mon livre sans savoir qui elle est, et en me disant je rends hommage à la copine de ma sœur. Et très récemment, donc, j'ai trouvé la grande sœur de la copine de ma sœur, Émérance, qui habite à Nantes, qui m'appelle à l'arme. J'ai retrouvé la photo, donc elle aussi a été tuée. Mon frère Jean, le 3e de la famille, qui en 1994 était un enseignant
Il avait 4 enfants, il a été tué avec ses 2 aînés, un garçon et une fille. Et sa femme a survécu avec les 2 petits qui sont en vie maintenant, sur le Rwanda. C'est ma photo de mariage en 82. Sur cette photo, on est 3 en vie. Les autres, que ce soit du côté de ma belle famille, que ce soit du côté de ma famille, tout le monde a été tué, les vieillards, les vieilles, les jeunes filles, tout le monde. C'est mon frère Jean, que je vous ai dit, donc, qui a rejoint le FPR en 91. Et il est là avec une casquette. C'est une photo que un de ses amis là qui est vivant qui m'a donné. Là, ils étaient en pause. C'est en 93. Après les signatures des accords d'Arusha, de temps en temps, ils avaient une pause où pendant 2-3 mois, ils ne faisaient pas la guerre. Donc, ils se construisaient des abris et ils vivaient là-dedans. Donc, ils sont dans l'abri de guerre. Et son ami qui m'a donné sa photo et qui m'a dit, non seulement ton frère était soldat, mais encore c'était un médecin. Il se battait, il nous soignait, il a soigné tout le monde, les victimes. Et après le génocide, il se battait, il soignait tout le monde. Il me dit, ton frère c'est un héros. C'est notre héros. Il n'est plus, mais c'est... Vous allez m'excuser si j'arrive pas à vous commenter cette photo normalement. C'est la photo de mes enfants en 88. En 88, j'avais 3 enfants. Normalement, en Kinyarwanda, on ne dit pas le nombre d'enfants. On dit ufite abana bangahe. Ugatangira ukavuga amazina yabo. Donc on te demande combien d'enfants tu as et toi tu commences à dire leur nom. Tu ne dis pas le nombre de tes enfants. Donc là je viens de trahir ma culture, mais je me reprends. Des 2 extrémités, c'est mes 2 garçons. L'aîné qui est né en 83 et l'autre qui est né en 84, donc ils auraient 36 et 35 ans maintenant. Ils ont été tués à 10 ans et 11 ans. La petite qui est au milieu, elle est vivante, elle est avec moi en Dordogne, c'est une enseignante. Elle est vivante et vivante. Là, c'est ce qu'on appelle en Kinyarwanda Kuratimbovu z'imiringa. C'est moi à 20 ans. Voilà, avec toute la beauté qu'on peut avoir à 20 ans. Donc c'est pour ça qu'on dit en Kinyarwanda Kuratimbovu z'imiringa. C'est l'origine de cette photo et comment j'ai trouvé cette photo et celle qui vient de passer dont j'ai pas pu longuement commenter. C'est l'histoire de ces photos qui est intéressante parce que quand je sors de l'école normale à Savé en 80, on me donne la 6e, là, c'est l'équivalent du CM2 ici. C'est les enfants qui vont passer au collège. Et j'ai des enfants de 11-12 ans et moi j'en ai 18. Je suis la maîtresse copine. Il y en a un de mes élèves qui était très très doué. Il n'est pas passé. Il n'a pas réussi l'examen officiel. Il n'est pas passé. Et son père l'a envoyé au Zaïre pour continuer ses études. Et mon élève, on a continué à s'écrire. Donc je lui ai envoyé des photos. Je lui ai envoyé ma photo de fiançailles. Donc celle-là. Je lui ai envoyé la photo de mes enfants. Et c'est lui, en 94, après le génocide, parce qu'il rentre au Rwanda comme les autres exilés. Et c'est lui qui me donne ces photos. Et derrière cette photo de mes fiançailles,
il avait écrit sur le dos de la photo « Ma maîtresse chérie ». Ce qu'on peut appeler un mémorial est de chez moi. C'est, je ne sais pas si vous y voyez bien, mais c'est 4 fosses communes, une petite maison sans fenêtre ni rien du tout. Et c'est là qu'on me dit que les témoignages se croisent quand je retourne au Rwanda. Et beaucoup de personnes me disent, mais en juillet, on a ramassé les corps de ta colline. C'est sûrement que tes enfants, ils sont là-bas. Je reviens en France avec cette photo que je mets dans mon livre en me disant, je vais faire quelque chose, il faut que je retourne là-bas et que je les sorte de l'anonymat. Il y a des rescapés, on va mettre des noms. Je lance une action, il y a des gens qui m'ont donné de l'argent, mon association a ouvert un compte, on continue à mettre de l'argent dessus, mais l'action est toujours dans ma tête, dans l'imaginaire. Je n'ai pas pu le faire, mais je pense toujours le faire avec l'adhésion de beaucoup de monde. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a des endroits où je suis allée chercher des financements, et quand je leur ai exposé mon projet, que je leur ai dit, je vais aller faire un vrai mémorial. Vous voyez là où ils sont, qu'il y ait une photo, un livre, une histoire, un nom, comme ça. Donc je parle à des gens qui ont de l'argent, vous voyez, ces gens qui peuvent vous donner des millions pour faire Notre-Dame, mais bon, c'est pas Notre-Dame. Et ils me répondent, mais nous on finance un projet de développement. Personne de ces gens, c'est des gens, vraiment des simples gens qui ont alimenté son compte. Il y a juste 2500 € dessus, qui ont donné 50, 100, mais personne, des gens qui ont des sous, ne m'a donné un rond. Mais je continue à demander. Hein. Si ce n'est pas un projet de développement, moi je pense que c'est mon développement, ça. Mais voilà, mes enfants, quand je les ramène au Rwanda, donc en 2008, on est reçu chez mon oncle, un vieillard, quand on franchit la porte, qui s'exclame « Oula, qu'est-ce que tu souris comme ta mère ?» Et moi, ça faisait qu'il y avait des années que personne ne m'avait parlé, que j'avais une mère. Et j'ouvre grand les yeux, et puis je me reprends, je me dis « Ah, mes enfants, ils vont entendre que je suis née d'une mère. » Et il leur raconte comment ils partageaient la bière avec mon père, voilà. Et je dis, ben, c'est la seule personne qui m'a reconnue au Rwanda. C'est la seule personne qui a parlé de mon père. C'est la seule personne qui m'a dit que je souriais comme ma mère. C'est pour ça que je mets la photo de mon oncle. Je dis, ben voilà, un Rwandais qui m'a reconnu. Sinon, dans la rue à Boutaré, je traverse la rue des étrangers. Personne ne me reconnaît, je ne reconnais personne. Par contre, quand je les entends, ils parlent tous Kinyarwanda. Et ils vendent des bonnes bananes. Bon, ce sont des compatriotes, mais je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui se passe quand je traverse cette rue. La plupart, ils disaient, elle ne vit pas ici. Je ne sais pas, j'essaie de mettre un pagne, je vous assure, un pagne que j'ai acheté là-bas. Des sandales que j'ai achetées sur le marché, mais ils savent tous que je ne suis pas de là-bas. Alors que j'ai amené mes enfants, ils sont moqués de moi, quand je les ai embarqués en disant on va chez nous. Mais je ne tardais pas à leur dire allez, on rentre chez nous. Donc ils me disent mais chez où exactement chez nous? Mais je pense qu'il y a un problème. On l'a déjà eu. Oui. Oui. À la technique, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, j'ai continué. Parce que la dernière photo, c'est l'homme debout, normalement. Attends, alors la suivante. Ah, mais non, alors. Ah oui, t'es revenu en arrière. Je suis revenu en arrière. Allez, au secours. Revenu en arrière. Rosie.
Faut arrêter le vin. Parce que vous allez avec cette souris. Voilà, c'est la dernière. Ah mais oui, mais je... L'homme debout de la mairie de Bègle, donc. Et c'est la dernière photo. Après, je pense que j'ai été suffisamment longue. Ça fait 1 heure. Et c'est le symbole que la commune de Bègle a mis sur ce qui était une chapelle à la mémoire du génocide des Tutsis. C'est un très grand symbole, une très grande reconnaissance. Je me suis sentie inscrite dans cette commune et reconnue avec mon histoire par ce symbole. Mais je me dis quand même qu'en France, il y a encore d'autres pas à faire. Là, je m'adresse à Monsieur le maire, notre symbole à Boussac. Pourquoi pas? C'était un crime universel qui a été commis contre une partie de nous, même si c'était en Afrique et que c'était des Noirs, mais c'était nos frères. Et là, maintenant que je suis une citoyenne française, je m'autorise à le réclamer à l'État français, et tout ce qui possède le droit de mettre un monument, une histoire. Ils ont ce devoir de faire comprendre, ce devoir de mémoire. On nous le doit. On nous le doit maintenant. Je pense qu'on nous doit la vérité, mais on nous doit cette reconnaissance pour la mémoire aussi. Parce que sinon, on va continuer à vivre entrecoupés. Moi, ma partie rwandaise, ma partie tutsi et ma partie française, ils n'arrivent pas à se recoller, ils sont en bataille. Même s'il y a ce symbole, voilà, même si Macron met une commission, je ne sais pas où va mener cette commission, j'attends les 2 ans qu'on nous a donnés. Mais que ce soit le peuple français qui n'y est pour rien, parce que les autorités, ils l'ont fait, probablement qu'ils disent qu'ils l'ont fait à votre nom, mais ils ne vous ont pas demandé votre accord. Ça, Il n'y a jamais eu pour le Rwanda l'Assemblée nationale ne s'est jamais réunie, il n'y a jamais eu un conseil de gouvernement pour décider d'envoyer des bidas au Rwanda. Ça ne s'est jamais passé comme ça, donc je pense que ils ne peuvent pas continuer à dire tout ça, l'honneur de la France. Non, c'est l'honneur de moi aussi, en tant que citoyenne française, en tant que citoyenne. C'est l'honneur de nous tous, et cet honneur va être la vérité, la reconnaissance de ce génocide, et mettre en place quelque chose de l'ordre de la mémoire. Les pédagogues doivent le mettre dans des manuels scolaires, qu'on l'apprenne. Sinon, on ne va pas prévenir. On va continuer à dire c'est un génocide des barbares qui se sont passés là-bas, en oubliant que la plus grande barbarie a commencé ici, et que là-bas ça s'est passé, de la manière la plus moderne possible. Ce n'étaient pas des barbares, c'était des intellectuels. La plupart, ils avaient fait la Sorbonne. Hein. La plupart, ils avaient fait l'école militaire française. La plupart, c'était des intellectuels, des médecins. Et ce gouvernement qui nous a décimés a été constitué dans l'ambassade de la France, sous la bénédiction de l'ambassadeur. Ouais. Je vais m'arrêter sur ce coup de colère et vous remercier de m'avoir écouté. Si on a le temps, on va échanger. Et si j'ai pris sur le temps de Daniel, je m'en excuse. Et merci encore une fois de m'avoir invité et de m'avoir écouté.
vous avez des questions avec Adélaïde maintenant, ou si tu prends la parole maintenant avec Christine, c'est comme... Je regarde les questions. Je me permets parce qu'après je dois partir. Bah ouais, mais c'est important que tu écoutes aussi Daniel. Oui, il est 16h20, on dit 10 minutes de questions. Oui, je suis là. Ça va? Bah, si vous avez des questions à Adélaïde, il faut en profiter. Il y en avait des questions quand je parlais. Je peux vous relancer. Monsieur le maire, je ne sais pas si j'avais répondu. Non. Donc on commence par vous. Il y avait une contradiction dans ce que vous avez dit. Oui. Vous avez évoqué que avant 1994, on ne citait pas, on vivait la communauté dans son ensemble, Tutsi, Hutu, et personne ne s'identifiait comme Tutsi, Hutu. Et c'est pour ça ma question, excusez-moi encore d'avoir interrompu votre conférence en évoquant le fait que dans mes souvenirs, effectivement, sur les documents d'identité, il était stipulé, je veux dire, Tutsi ou Hutu. Alors, je trouvais que c'était un petit peu, il y avait une contradiction, parce que si on veut que les gens vivent ensemble, il ne faut pas justement l'identifier au travers d'un passeport. Voilà, c'est une question. Alors, si il m'est arrivé de dire avant 1994, c'est une erreur que je peux reconnaître, mais j'espère ne pas l'avoir dit. Non. J'espère ne pas l'avoir dit parce que je suis consciente que ce n'est pas vrai. Donc je ne pense pas avoir avancé une contre-vérité pareille. Donc les cartes d'identité ont été mises en place en 1930 par le colonisateur belge. Enfin, ils disent qu'ils n'étaient pas des colonisateurs parce que le Rwanda était sous tutelle belge. Avant, le premier colonisateur, c'est l'Allemagne, mais le Rwanda va être repris à l'Allemagne après la Première Guerre mondiale, comme vous le savez par la conférence de Berlin. Le Rwanda est confié à la Belgique. Qu'est-ce qui se passe? Je vais rapidement pour juste rectifier que les Rwandais d'avant la colonisation, donc on va jusqu'avant la colonisation, cela ils ne se réclamaient pas comme ça. Mais une fois que ça a été marqué dans la carte d'identité, ça a commencé. Et après l'indépendance, donc en 1962, le pouvoir Hutu, d'ailleurs qui se réclamait de parler Hutu, va vraiment n'avoir pas d'autre projet du pays que d'exclure une partie de la population Tutsi. Donc ils vont installer ce qu'ils ont appelé la Rwanda Nyamwinshi, le peuple majoritaire. Donc le Rwanda appartenait au peuple majoritaire, tout revenait au peuple majoritaire, et les Tutsis, ils avaient des petits, on leur accordait des miettes. Hein, on avait juste le droit de devenir des enseignants de temps en temps, des infirmiers de temps en temps. Mais dans l'administration, non. Moi, personnellement, je n'ai jamais connu ce qu'on appelait un bourgmestre Tutsi. Pas un préfet Tutsi. Jamais. Le premier préfet Tutsi, je l'ai connu par les accords d'Arusha en 1993 à Butare. C'était un préfet Tutsi. Il a été nommé après ces accords d'Arusha où on commençait à avancer vers le partage de pouvoir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à Butare, le génocide a commencé le 17, le 18, le 19 dans certaines régions. Chez moi, le génocide a commencé le 19, après l'assassinat de ce préfet qui avait pu contenir. J'arrive rapidement à rectifier, monsieur le maire. Excusez-moi. Je voulais juste ajouter que déjà ça a commencé pour sache que Hutu et Tutsi et les trois. Parce que nous, comme on dit, avant l'indépendance, on ne savait pas qui c'est qui était Hutu, qui c'est qui était. C'est à partir de la colonisation qu'on nous a mesuré, donné la taille pour comprendre qui c'est qui est Tutsi. Alors si tu étais grand, mince, tu étais Tutsi. Si tu étais petit, costaud et le nez un peu pâteuse, tu étais Hutu.
Et ceux qui étaient tout petits et qui vivaient comme des privilèges, on peut dire ça, et c'était des trois. Et c'est comme ça que nous, après, on a commencé à savoir, parce qu'avant, comme on dit, on ne savait pas qu'on était des Rwandais. En fait, nous sommes dans la période de l'histoire où l'humanité est en train de se racialiser. Nous sommes dans la race supérieure, nous sommes dans cette période-là et on va appliquer ça au Rwanda, ce racisme. Il fallait le faire parce que c'était la mode. Mais encore une fois, la mode à l'Occident, pas en Afrique. Ce qui va vous prouver tout le temps que ce génocide, il est importé. Une question par rapport au Hutu, Tutsi et toi, parce que, bon, si j'ai bien compris, à un certain moment, les personnes pouvaient changer d'identité. Et je ne sais pas par quel moyen. Et est-ce que, parmi mes amis rwandais, il y en a qui sont très très grands et qui sont Hutus, etc. Donc je crois que, si j'ai bien compris, est-ce qu'il y a un moment aussi où il a été décidé que, ben tiens, non, on va changer l'identité de certaines personnes? Pas aussi automatique, pas aussi dans... Mais dans la communauté, ce sont des communautés en fait. Au début, avant que ça soit écrit dans la carte d'identité et que plus rien ne peut plus le changer, les Rwandais, ils vivaient avec... C'est pas les Blancs, c'est pas les Blancs qui ont inventé le mot Hutu, c'est pas les Blancs qui ont inventé le mot Tutsi. Mais qu'est-ce qui se passe comme rapidement... C'est quoi ce changement et quand est-ce qu'on devient Hutu et quand est-ce qu'on devient Tutsi? C'est-à-dire, c'est encore une fois, c'est quand on dit les Hutus cultivaient la terre et les Tutsis c'était des éleveurs, donc c'est lié à des métiers quelque part. Mais encore une fois, je vais vous dire que un Hutu ne pouvait pas vivre que en cultivant les patates. À côté, il élevait une vache parce qu'il avait besoin de fumier. Un Tutsi ne pouvait pas vivre que de lait. Il cultivait sa terre. Donc, mais ça va dépendre du nombre de vaches. Tu es un éleveur parce que tu as un gros troupeau. Voilà. Et si ton troupeau tombe malade, qu'il y a une épidémie et que tu n'en as plus, que tu cultives la terre, tu rejoins les soirées, les communautés Hutus qui cultivent la terre. Et c'est là que tu deviens Hutu comme les autres. Quand tu es Hutu et que tu as gagné les vaches, c'est ton chef qui t'a donné un troupeau de vaches et que maintenant tu possèdes. C'est un animal de prestige, je le raconte beaucoup. La vache, c'est 1 million d'euros, tu es riche. Donc tu cultives la terre, mais tu as aussi servi ton maître qui t'a donné beaucoup de vaches. Tu fais tes soirées parmi les Tutsis et tu es Tutsi. Point, basta, mais tu ne te réclames pas Tutsi. On se réclame par d'autres moyens de se définir des Rwandais. D'ailleurs, on dit je suis Mwene Kanaka, je descends de quelqu'un. Tu ne descends pas d'ethnie au Rwanda. C'est des choses qui ont été prêtées. Sur le Burundi, parce que vous évoquez Bujumbura tout à l'heure, deux pays qui, dans l'esprit français, dans le mien en tout cas, on a découvert que ces deux pays étaient très imbriqués et qu'il y avait beaucoup de mouvements de population entre le Burundi et le Rwanda, avec une différence, c'est qu'à l'époque, je crois que le Burundi était dirigé par les Tutsis, alors que le Rwanda c'était l'inverse. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Mais je ne vais pas m'improviser historien du Burundi parce que c'est pas. Je vais juste vous dire que le Burundi, c'est un pays jumeau par rapport à ça. Au Burundi, il y a des Tutsis, il y a des Hutus, il y a des Twa. On est d'accord. Mais au Rwanda, quand on a l'indépendance après la révolution de 59, qu'ils ont appelé la révolution sociale, alors que c'est une révolution sanguinaire plutôt, au Burundi, le Burundi a acquis l'indépendance parce que les deux pays sont sous tutelle belge, les deux. D'ailleurs, ça faisait le même territoire. On disait le territoire Rwanda-Urundi. Rwanda-Urundi. Moi, sur ma carte d'identité par OFPRA, c'est impressionnant comment on peut... Comme je suis né quelques mois avant l'indépendance, on a marqué que je suis né au Rwanda-Urundi.
je suis pas tout à fait d'accord, mais c'est comme ça. Et donc, le Rwanda, les Tini-Hutu reprend le destin du pays qui vont conduire jusqu'à la solution finale. Au Burundi, c'est les Tutsis qui continuent à diriger le pays. Jusqu'à 1993, où ils votent démocratiquement. Mais quand je dis démocratiquement, donc c'est un vote arrêté majoritaire. Le Burundi est peuplé majoritairement de Hutus. Ils ont voté un président Hutu, Melchior Ndadaye. Donc je vous raconte ce qui s'est passé quand j'étais au Rwanda et que j'étais adulte, enseignante, que je voyais la presse et tout ça. Sinon, avant, je risquerais de me tromper. Donc le président Ndadaye, Melchior Ndadaye, il est au pouvoir, il est Hutu, il est élu démocratiquement, mais il va être tué, renversé par les militaires Tutsis, parce que la majorité des militaires sont des Tutsis. Il va être tué en 1993. Et vous savez ce qui va nous arriver au Rwanda? Toute la nuit, on nous a lancé des cailloux sur les maisons parce qu'un président Hutu a été tué par les militaires Tutsis. On fait des amalgames en disant voilà ce que les Tutsis du FPR nous réservent. Voilà. Donc, c'est des pays qui se contaminent de ce genre de choses. C'est la première fois que j'ai entendu parler justement du génocide du Rwanda. J'ai appris que justement, dont vous parlez, qui a été tué par les militaires, sa femme était impliquée dans l'assassinat. C'est pas le même. Ah, c'est pas le même ou Alors, Noé, c'est très bien que tu puisses poser une question au milieu des adultes. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Mais le président rwandais, Juvenal Habyarimana, celui qui a été, donc son avion a été descendu le 6 avril, ce qui a plus ou moins déclenché le génocide des Tutsis. Il faudra le préciser, bien nommer le génocide des Tutsis, pas le génocide au Rwanda. Ce n'est pas un génocide régional, ce sont les gens, ce sont les enfants, ce sont les femmes, ce sont les vieillards Tutsis qui sont visés. Et donc sa femme a été évacuée par le gouvernement de Mitterrand parce que c'était des amis. Mitterrand et Habyarimana, c'était des amis. Et maintenant, il est à Paris. Et elle est à Paris. Elle est tranquille. Elle est sans papier. Mais comme elle a été évacuée par le gouvernement, c'est la plus grande sans-papiers qu'on connaît en France. On peut mettre des jeunes Maliens dans l'avion pour les envoyer chez eux parce qu'ils n'ont pas de papier. Mais elle est là, elle est tranquille. Voilà, c'est une autre forme d'injustice, mais c'est très bien ta question. Voilà, les élèves, donc, ils apprenaient qui est Hutu, qui est Tutsi. Des fois même, le maître qui est là pouvait nous dire, allez, les Tutsis, levez-vous. Et comme les Tutsis étaient minoritaires, quand ils se levaient, donc, notre parti Hutu, qui est bien sûr majoritaire, donc ils se moquaient d'eux, pour dire que la haine donc a été semée petit à petit. C'était donc la façon aussi de préparer le génocide à notre insu. Il y a beaucoup de détails qu'on ne peut pas, dans une journée, finir. Césarie, elle évoque la période de notre enfance. Moi, je raconte ça dans mon livre, que nos enseignants, ils nous disaient... mais j'ai été enseignante aussi. J'ai été obligée de faire ces rapports que nous demandait l'inspection. Parce que si les fiches suivaient des enfants, il y avait marqué les Tini aussi. Donc, je devais donner dans ma classe le nombre de Tutsis, le nombre de Hutus, et ceci chaque trimestre. Chaque trimestre. À Noël, je faisais ce compte rendu. Voilà, c'était des demandes de l'État. Quand on vous parle d'une dictature, je pense que vous ne réalisez pas combien ça descend jusqu'au plus bas de l'échelle
de la population, jusque dans une classe de CP. Oui, j'ai entendu dire que Heineken distribuait des bières aux génocidaires. Est-ce que c'est Il paraît, mais je sais qu'ils avaient des commandes. C'est comme les commandes d'armes, car la BNP est impliquée là-dedans. Des sociétés qui produisaient des bières, comme on a demandé pour saouler les miliciens. Donc, ils ont distribué des bières, bien évidemment, mais je ne peux pas vous donner des chiffres, je n'ai pas fait d'études là-dessus. Mais il y a tout sur Internet, il y a tout. Mais choisissez quand même, parce que le négationnisme, il y est aussi. Donc, si il n'y a plus d'autres questions, on verra l'ensemble avec... J'aimerais en poser une. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous vivez toujours au Rwanda? Est-ce que vous vivez au Rwanda? Non, parce qu'aujourd'hui, je pense que... Laissez-le aller jusqu'au bout de sa question. Parce que, au niveau, justement, définition au niveau du pardon, parce que j'aimerais parler du pardon aussi. Oui. Du pardon au niveau des Rwandais, il y a le génocide, malheureusement, qui a été énorme. Est-ce que les Rwandais aujourd'hui ont donné le pardon justement par rapport à ce qui s'est passé? Alors, je vais vous parler à mon nom personnel. Oui, tout à fait. Je dis chaque fois que je ne représente que moi-même. Tout à fait. Je ne peux pas vous dire ce qui se passe exactement au Rwanda parce que je ne vis pas au Rwanda. Je n'habite pas au Rwanda. Mais j'imagine que le Rwanda a trouvé des solutions, obligé de trouver des solutions pour vivre ensemble, recommencer, reconstituer. Et que c'est l'objectif du gouvernement rwandais. Au niveau de la politique, je peux juste m'arrêter là. Moi, personnellement, je ne vis pas au Rwanda. J'habite en France depuis juin 1994. Et la question de pardon, je vais dans cette philosophie rwandaise où on dit Kubabarira. Kubabarira, il faut analyser ce mot et les Rwandais ils savent bien l'analyser. C'est souffrir à la place de quelqu'un. Moi, je ne peux pas. Oui, Kubabarira, c'est souffrir à la place de quelqu'un. Moi, je ne peux pas me mettre à souffrir à la place de celui qui a tué mon papa, celui qui a tué mes gosses. Je ne sais même pas s'il est en souffrance. Je ne le connais pas. Je peux juste m'occuper de ma souffrance et arriver à vivre avec. Moi, si j'arrive à déposer un peu de culpabilité d'être en vie sans eux, si j'arrive à faire le devoir de mémoire, je vais me pardonner. Mais j'y arrive toujours pas. Césari peut m'aider par rapport à comment circuler le pardon sur la population rwandaise. Après, oui, chacun a sa façon. Moi, j'habite ici en France depuis 2005, mais j'ai vécu la génocide et tout ça, j'ai pardonné les miens. Mais aujourd'hui, je me dis de pardonner. Après, je peux pardonner pour être en paix, mais je ne peux pas oublier. C'est ça. Voilà. C'était ma Je question. n'oublierai jamais. C'est ça, ma question c'est ça. Là-bas, c'est ça. Quoi qu'il arrive, chaque année en avril, à partir du 17, et là, je vécu tout ce que j'ai vécu jusqu'à la fin de mes jours. C'est un peu plus que je vous disais ce qu'elle a dit Martine, parce que on se ressemble à peu près. Et moi, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de choses qu'on demande aux rescapés. Pourquoi c'est à nous qu'on demande de pardonner? Mais j'ai jamais vu quelqu'un qui est venu devant moi et me dire je suis désolé. Je m'excuse. J'ai tué, je m'excuse. Voilà. Ok, on est d'accord. La démarche, je pense que même dans le... Comment on appelle ces petits armoires où le prêtre, le curé fait la... Les armoires, non mais ça va pas. Le confessionnal. Je pense que le curé
demande à celui qui a péché de faire le premier pas. Trop facile. Oui. Par rapport au- Voilà. Trop facile. Ok. Ouais, c'était une question que je posais. Je donne cet exemple-là, mais C'est bon d'avoir des avis des gens qui ont je vécu. crois tellement pas On à peut ça. parler aussi un peu de l'agissement justement des prêtres au moment des génocides. Est-ce qu'ils ont tous été, est-ce qu'ils ont joué leur rôle de prêtres, de protection, ou est-ce qu'ils ont... Je vous conseillerais d'aller chercher Goliath, la revue Goliath qui est sortie en 1996. Edouard, tu peux m'aider? L'honneur perdu des missionnaires. Oui, mais attends, si, si tu me permets, quand même. Quand même. Parce que certains prêtres, parce qu'on ne va pas généraliser, certains... C'est ce que j'ai Oui, dit. mais elle était généralisante, ta question. Non, j'ai demandé s'il y avait des prêtres qui avaient joué leur rôle de protecteur et qui avaient... Non, tu as dit tous les prêtres. Non, non, mais, je réagis parce que je réagis parce que justement j'ai vu un documentaire il y a quelques jours à la télévision française et je pense que c'était sur la chaîne parlementaire, donc sur le génocide du Rwanda et qui ne cachait pas grand-chose sur la responsabilité du gouvernement français dans le génocide. Je cherche encore le nom du réalisateur, mais on l'a cherché tous les deux, mais je pense que Adélaïde l'a trouvé. Et là, on voit une image particulièrement... enfin, une séquence particulièrement émouvante. Et il y a un prêtre avec des enfants, ils sont cachés, le prêtre les a cachés dans une pièce. C'est le film de Jean-François Clautz. Jean-Christophe Clautz. Oui. Je m'excuse, mais on va peut-être passer à Daniel parce que il est 16h40. Non, j'en ai pour 2 secondes, attends, je termine. C'est que juste, le journaliste n'a même pas le temps de terminer son travail. Lui, il est avec les enfants, ils se font tous massacrer. Ils se font tous massacrer. Le journaliste, il leur échappe, je ne sais pas comment. Les enfants sont tous massacrés. Ils sont tous massacrés. Mais le prêtre, il a fait son travail de prêtre, il les a protégés. Donc au moins celui-là, tu vois, bon, il a fait son travail. Là, vous avez répondu à ma question. Il y a même faute effectuée avec les chrétiens qui se sont réfugiés à leur paroisse. Est-ce que je peux conclure sur cette affaire, Daniel, 2 minutes, cette affaire de l'Église? En fait, nous sommes dans un pays à plus de 80% catholique. L'Église, c'est le 2e pouvoir. Mais pendant le génocide, qu'est-ce qui se passe? Normalement, on voyait des circulaires des évêques qui donnaient dans les messes des ordres à suivre. Mais en 1994, je n'ai pas vu de circulaire d'évêque qui disait au peuple de ne pas tuer. Le 5e commandement. Ça, ils n'ont pas fait. Ça, c'est un manquement. Alors qu'ils savaient l'influence qu'ils avaient sur la population rwandaise. Et entre-temps, on a bien vécu la ségrégation dans les petits séminaires. On choisissait les jeunes garçons Tutsis, on ne les recevait pas de la même manière. Ça s'est fait à tous les échelons. Il y avait les quotas. Ensuite, il y a eu des prêtres Hutus extrémistes qui ont participé même au génocide. Moi, je peux vous donner juste sur l'exemple le plus exemplaire qu'on connaît, c'est le curé de la paroisse de Nyangué à Kibouye qui a demandé à la société Coras qui faisait les routes, ils sont arrivés avec leur caterpillar, ils ont renversé l'église sur les Tutsis. Ça, c'est l'exemple que je peux vous trouver, mais il y en a plein d'autres. Les églises au Rwanda, Nyamata, Nharama, Kibeho, sont devenues des mémoriaux. Pourquoi? Parce que la population a été massacrée d'autant. La population Tutsi. Le prêtre, le curé de la Sainte Famille. De toute façon, l'église, elle fait que des conneries. Il est en France. Il n'est pas inquiété. Voilà la position de l'église. Il y a
Il y a beaucoup à dire sur les curés, les pasteurs. Voilà. Bien. Ok. Merci. Adélaïde. Au revoir. Merci Adélaïde. Merci à vous. Je laisse la place à Daniel. Attention. Laurent. Laurent, c'est quoi ton problème de penser que c'est pour le pot de qui avec les élus? Non, c'est pas ça, c'est juste parce que pour que tout le monde se sente à l'aise. Pardon. Faut pas couper peut-être. Non, mais... Pardon? Bon. Parce qu'on aimerait bien faire une petite pause. Oui, c'est ce que j'allais vous proposer. Non, parce que, premièrement, c'est émouvant, c'est lourd, c'est long, et donc, voilà, hein, je vous n'allez pas de nouveau prendre 1 heure de... Hein, je crois, hein, non? Ça vous dérange, Daniel? Non, non, ça ne me dérange pas. Non, ça ne me dérange pas du tout. Non. Évidemment, non. Oui, bien sûr. Ok, bien sûr, on peut faire une pause, mais... Présentez simplement ce que vous avez dit. Non, c'est important aussi que Daniel et Christine présentent leur livre. Je ne sais pas après moi comment les gens, comment on désire, comment on peut s'organiser pour faire une pause de 5 minutes, de 10 minutes, et qu'on ait au moins 1 heure avec Daniel. Oui. Parce que Daniel vient de loin, Adélaïde vient de loin. C'est quoi, on peut faire une pause d'1/4 d'heure? Oui, voilà, merci, t'es très gentil. 5 minutes. Allez, on est en pause. 10 minutes, Daniel. Pardon? Non, déconnez pas.